Salut à tous, c'est Karine et c'est Passion Patrimoine avec un invité aujourd'hui qui va vous ouvrir vos chakras mais aussi votre mindset puisque ce n'est pas un CGP, c'est un marchand d'art ou plus spécifiquement un conseil en investissement d'art et je suis assez ravie de l'avoir, bon déjà parce que c'est le mari d'une de mes très bonnes amies mais en plus parce que on va parler d'une typologie d'investissement que j'ai rarement justement eu l'occasion de traiter dans Passion Patrimoine qui est donc l'art. Bonjour Vincent. Bonjour Karine. Vincent Winsman, 55 ans. Ce qui est assez incroyable avec toi, c'est que tu as fait de ton métier une passion, alors qu'en fait, tu étais passionné depuis plus de 25 ans. Tu vas nous raconter ton histoire et cette passion, c'est l'art. Absolument. Bah écoute, j'ai toujours en effet été passionné d'art. Et alors j'ai fréquenté beaucoup de galeries, de musées, je me suis instruit, j'ai fait même des cours d'histoire de l'art en auditeur libre. Et puis j'ai été collectionneur pendant 25 ans, donc j'ai acheté. À titre privé? À titre privé, absolument. Et donc le collectionneur, il accumule. Sa plus belle œuvre, c'est toujours la suivante. Et donc, j'ai eu beaucoup d'œuvres. Et puis au bout d'un moment, j'ai voulu faire partager ma passion à d'autres et professionnaliser donc mon intérêt pour l'art. Et donc j'ai créé la société Invest for Art. Donc je propose un conseil d'acquisition d'œuvres d'art. Alors je suis surtout spécialisé sur l'art moderne et je propose donc un conseil et je trouve les œuvres et je les vends. Alors, on va repartir du début pour comprendre ta légitimité, mais aussi pourquoi tu t'es construit, pourquoi est-ce que tu t'es orienté vers ça, puisque sans parler de ton métier à la base, mais tu n'étais pas du tout dans ce domaine-là. Pas du tout, ma famille non plus. Ta famille non plus, voilà, puisque ton papa était expert comptable et ta maman a fait le plus beau métier du monde, c'est-à-dire qu'elle t'a élevé. Mais ce que moi, j'ai envie de comprendre, c'est quelle a été la toute première fois où tu t'es acheté quelque chose et qu'est-ce que c'était? Ou quel a été ton premier contact avec l'art tout court? Alors, vraiment mon intérêt majeur pour l'art, il est venu par ma femme, que tu connais, qui est ton amie. Karine, absolument. Et un jour, elle est artiste, elle a une âme de créatrice, et un jour, elle a acheté une revue d'art, mais elle est revenue avec, et moi je l'ai feuilleté, ça m'a plus ou moins intéressé, et à l'arrière de cette revue il y avait des petites annonces, et il y avait une personne qui était marchand, qui vendait des œuvres d'art, qui les présentait à domicile, et on a contacté cette personne, et puis le courant est bien passé, et c'est lui qui a commencé à m'initier, à me présenter des œuvres, et j'ai commencé à lui acheter même des œuvres. Et c'est par ce biais-là que je suis rentré dans l'art et dans l'art moderne. Alors attends, il y a plusieurs choses dans ce que tu me dis. C'est que la première à t'avoir initié à ça, c'est Karine, ton épouse, mais j'imagine quand même qu'avant cet épisode, t'étais pas insensible à une peinture, à un tableau, à une sculpture. Enfin, c'est pas quelque chose qui te rebutait. Enfin, moi, évidemment. Tu me dis, mon mari, il bricole et il m'a initié, je te dis, bah non, quoi. Donc, t'étais quand même sensible à l'art. Absolument, j'étais sensible à l'art. J'ai d'ailleurs une première activité qui était en partie, qui avait une composante esthétique, et donc j'étais sensible à l'art, mais je ne fréquentais pas particulièrement les musées ni les galeries. Une galerie, c'est impressionnant, on n'ose pas entrer, on n'ose pas questionner, on ne se sent pas légitime. Ouais, c'est vrai, je trouve que tu as raison. Une galerie, en fait, moi, ce qui souvent me rebute, carrément, c'est le côté assez froid de choses comme ça exposées sur des murs, et surtout le fait que comme c'est pas pérenne, ça change tout le temps, il y a un côté nomade, du coup parfois je trouve qu'il y a un manque d'identité, c'est assez glacial. C'est un travail, ça, à faire, je pense, pour les galéristes, quoi. Absolument. Alors, il y a certains galeries, il y a galeristes et galeristes, il y a certaines galeries qui sont vraiment spécialisées sur un secteur, sur une période, sur un type d'art. Je comprends, et qui ont des codes liés à cette période. Voilà, ils ont une identité, et même si les accrochages changent, il y a toujours un fil conducteur, et donc c'est intéressant de fréquenter ces galeristes, et en général, ce sont des passionnés, puisqu'ils maîtrisent vraiment
le sujet pointu sur lequel ils sont, et ils le déclinent au fur et à mesure des expositions avec différents peintres et différentes périodes, et donc c'est vraiment intéressant. Il faut franchir le pas et il faut leur parler. Alors ils sont pas tous intéressants malheureusement, et ils sont pas tous connaisseurs, ils sont pas tous passionnés, mais dans le lot il y en a quand même. Il y a quand même un certain nombre de galeries et de galeristes qui sont intéressants et que moi j'ai plaisir à fréquenter, avec lesquels j'ai plaisir à discuter, à voir leurs œuvres et à travailler évidemment. Alors avant ce basculement et de comprendre justement ce qui t'a interpellé dans cette annonce, moi je connais Karine, elle fait beaucoup de choses, mais c'était il y a combien de temps ? C'était il y a plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Ah ouais, les mecs, vous êtes mariés depuis longtemps. Je précise que Karine est dans le studio. Oui. Et elle est toujours ma source d'inspiration. Et elle est toujours c'est trop mignon. Il y a quand même quelque chose de l'ordre pour toi, à un moment donné, d'un choix à faire. Tu avais ta carrière, tu avais ta vie, c'était déjà établi. Qu'est-ce qu'il s'est dit, le bonhomme, il y a 25 ans ? Est-ce qu'il s'est dit, c'est juste un truc que je vais faire comme ça en dilettante ? Ou est-ce que vraiment, c'est un truc dans lequel je vais me lancer ? Enfin, je veux dire, ça a été quoi ton mindset ? Alors, il y a 25 ans, c'est devenu une passion, et donc ma profession c'était collectionneur, donc c'était plus un passe-temps, que vraiment quelque chose. Mais est-ce que tu avais déjà une notion d'investir ? Oui. Tu le faisais pour investir ou tu le faisais juste pour t'éclater ? Non, je le faisais pour les deux. J'ai toujours eu la notion d'investir, parce que c'est d'ailleurs pour ça que je me suis, dès le départ, très rapidement porté sur l'art moderne plutôt que sur l'art contemporain. Pourquoi ? Parce que l'art moderne, ce sont des artistes qui ont déjà une cote établie. En fait, ce sont des noms qui sont donc des artistes du XXe siècle et qui, en général, sont plus ou moins connus. Il y en a qui sont très connus, d'autres un peu moins, et qui demandent à être redécouverts. Mais donc, il y a plus une notion d'investissement, et on sait sur la base sur laquelle on travaille. Alors, excuse-moi, je suis nulle, moi, du coup, je comprends pas. Tu me dis, ce sont des artistes qui ont une cote qui est déjà connue. Or, c'est de l'art moderne. On remonte à quelle année ? C'est quoi à peu près l'art moderne, à peu près, c'est tout le XXe siècle. Tout le 20e siècle. Voilà. Mais ceux qui sont avant, on sait déjà on sait le prix d'un Rembrandt, on sait le prix d'un Picasso. Alors ça, c'est l'art classique. Voilà. Alors Picasso, c'est du moderne. Picasso, c'est le 20e siècle. D'accord, il est né en 1891, mais il traverse le 20e siècle. Hein, donc Picasso, c'est vraiment l'artiste mon artiste phare d'ailleurs, sur lequel je travaille. Et Rembrandt, ça c'est de l'art classique. Donc ce sont les grands maîtres, les maîtres anciens. Et donc là, ce sont souvent Rembrandt, ce sont souvent déjà il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui sont proposées, et puis ce sont des prix qui sont très chers et qui se comptent en plusieurs dizaines de millions d'euros, voire plusieurs centaines. Picasso également, sauf que Picasso, on peut trouver des gravures et des multiples ou même des gouaches qui sont plus abordables. Moi, j'ai d'ailleurs vu passer des séries limitées de La femme au tiroir, de La montre molle, de Dali. Et c'est vrai que tu te dis, c'est difficile de savoir aujourd'hui, si on les revend, combien ça coûterait versus combien on les a achetés. Bon, tu me donneras ton conseil après. Ce que je veux mettre en avant, c'est pour les CGP ou pour les investisseurs qui nous écoutent. Moi, j'ai été regarder, c'est entre 3 et 5% d'investissement par rapport à sa capacité d'investissement et de constitution d'un patrimoine. Donc, c'est très peu. C'est à peu près le même ordre pour les cryptos. Et en fait, ça va surtout sur un marché de personnes qui ont une appétence, une attirance pour l'art. Et ce qu'il faudrait peut-être, c'est un petit peu capter un autre marché, c'est-à-dire ceux qui sont sceptiques. Tu vas nous dire en quoi c'est intéressant d'un point de vue fiscal, en quoi c'est intéressant aussi d'un point de vue... diversifier, lisser ses investissements, et pourquoi aussi peut-être en quoi c'est intéressant d'un point de vue transmission. Voilà, alors il y a beaucoup de questions. Bon, déjà, est-ce que c'est intéressant tout court d'investir entre 3 et 5% dans l'art, et pourquoi fiscalement, ou en tout cas juste pour se faire un patrimoine? Alors, c'est intéressant, donc au-delà du plaisir que l'on a, parce qu'il faut toujours acheter quelque chose qu'on aime et qui nous fait plaisir, mais si on ne connaît pas, et ben justement, c'est là où moi j'interviens, puisque c'est mon expertise du marché, des différentes œuvres, des différents artistes, des différentes
support qui me permet de proposer des choses de façon sur mesure en fait à la personne en fonction de ses goûts et de ses appétences et de son budget. Mais oui, il faut diversifier, ça c'est le principe de base de tout investissement, et l'art c'est un marché qui se tient, et comme je t'ai dit, l'art moderne, il y a une cote, donc c'est pas une cote figée, c'est-à-dire que la cote évolue. Il y a des artistes d'ailleurs qui prennent beaucoup de valeur dans le temps, d'autres qui décroissent et qui dévaluent, et puis après parfois ils repartent. Donc c'est un marché qui est dynamique et qu'il faut suivre et qu'il faut connaître. Mais oui, donc fiscalement, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est comme les voitures de collection? Alors fiscalement, c'est intéressant aussi, surtout si on est soi-même soit une profession libérale, soit un chef d'entreprise, parce qu'on peut aussi l'acheter dans le cadre de location, de sa société, dans le cadre de location avec option d'achat, et donc on peut sans débourser, sans sortir le cash, on peut payer un loyer qui rentre dans le cadre de la décoration de son entreprise. Alors, il faut que l'œuvre soit exposée au public ou au personnel. D'accord. Voilà. Alors c'est relatif, il ne faut pas que ça soit dans ton bureau fermé à clé où personne ne vient, mais même dans les couloirs de ta boîte, dans les couloirs de ta boîte, voilà, il faut pas forcément. Ou dans ton cabinet. Dans ton cabinet, alors t'es pas obligé de le mettre dans la salle d'attente si tu as peur que tes patients ne l'abîment, mais si tu le mets dans ton cabinet ou dans le couloir qui accède à ton cabinet, c'est visible à ta patientèle, et ça rentre tout à fait dans ce cadre-là. Et donc tu peux le passer en loyer, et puis à la fin, comme tout leasing, comme toute location, tu peux le racheter pour une VR qui est fixée au départ 2, 3 ou 5%. Alors, tu parlais de budget tout à l'heure. Est-ce qu'on peut aller d'un panel à un autre? Qu'est-ce que tu constates aujourd'hui? Est-ce que les budgets ont changé depuis 5 ans avec les crises? Alors, moi, mon panier moyen, il est de 30 à 50 000 euros. Okay. On trouve des œuvres. Alors, on trouve des œuvres à partir de 2-3 000 euros. Bon, il ne faut pas penser pouvoir faire des plus-values importantes, incroyables sur ce genre d'œuvres, mais si ça nous plaît, pourquoi pas, c'est toujours bien, en tout cas ça ne va pas se déprécier. Voilà, et puis après les prix peuvent grimper jusqu'à plusieurs centaines, voire plusieurs millions d'euros. Tu dis plus on investit, plus on a un ROI, en fait, c'est ça que tu dis? Non, pas forcément, mais disons sur les tout premier prix, tu peux pas espérer, tu vas pas passer d'un investissement de 2 000 euros, ça va pas faire x10 en 2 ans, alors que sur une œuvre à 30, 50 000 euros, tu vas pouvoir potentiellement gagner 10, 20%. Il y a une belle promesse, quoi. Il y a une belle promesse, voilà. Okay. Oui, puisque ce sont des œuvres qui sont plus recherchées, qui vont être, qui vont avoir un intérêt plus particulier, qui vont être plus rares, et donc tu peux espérer trouver ensuite à la revente une plus-value plus importante. Alors que les œuvres à 2 000 euros sont souvent des multiples qui sont présents, ont beaucoup d'éditions, beaucoup d'exemplaires, et donc que tout le monde peut se procurer. Donc tu vas pouvoir, ça reste liquide, tu vas pouvoir le revendre, mais tu vas pas faire de plus-value forcément importante. Ok. Est-ce que tu as quelques pistes, quelques noms qui marchent très bien ces dernières années, avec des demandes que tu as constatées importantes? Oui, le marché il est dynamique, le marché il est dynamique. C'est comme je dirais, c'est comme pour. Alors il y a deux types, il y a deux catégories. Il y a des artistes qui sont redécouverts. Donc tu as des artistes qui ont fait des prix ou pas d'ailleurs, et qui d'un coup, pour une raison, souvent il y a des bonnes raisons pour cela, sont redécouverts par le public, par les institutions. Il y a des expositions qui sont montées sur ces artistes-là, et donc la cote suit, et il y a un regain d'intérêt. Par exemple, John Mitchell, c'était donc une peintre américaine qui a travaillé à Paris, et pendant de nombreuses années, elle était connue des personnes vraiment dans le milieu de l'art, mais le grand public ne la connaissait pas. Et il y a eu une grande rétrospective à la Fondation Louis Vuitton, et depuis les prix explosent. Okay. Voilà. Donc une toile
de John Mitchell, ça vaut plusieurs millions, alors qu'il y a 10 ans, tu pouvais l'avoir pour 10 000, 20 000. C'est un effet de mode, en fait, si je t'écoute. Alors non, c'est pas un effet de mode, parce qu'elle, il y a vraiment un intérêt. C'est vraiment une artiste majeure. Elle a fréquenté le milieu de l'art, elle a vraiment apporté quelque chose. Et non, c'est juste que c'était une femme déjà, donc les femmes sont beaucoup redécouvertes et remises à l'honneur. Donc elle était mise de côté, elle était mariée avec un artiste majeur qui était Riopelle, qui lui était mis en avant au détriment de sa femme. Donc elle est passée un petit peu sous le radar du marché. D'accord. Et là, on la redécouvre, mais pour des bonnes raisons. Okay. Les effets de mode, il y en a aussi. Alors, il faut se méfier. Il y a aussi beaucoup d'effets de mode et on ne sait pas. Alors, c'est mon opinion. Je te dis que John Mitchell, c'est une artiste majeure et je pense qu'elle va le rester. Mais personne ne peut savoir sur rien. Il n'y a rien de sûr et il n'y a rien de... Mais c'est pareil pour tout. Tu as parlé de plaisir tout à l'heure, il faut que ça reste un plaisir. Est-ce que justement l'art est une forme d'investissement comme le yachting par exemple, puisque j'ai eu François Mousset qui nous a parlé du yacht il y a 7-8 mois ici même, et qui nous disait qu'en fait, il ne faut pas le prendre comme vraiment uniquement faire de la renta, mais en gros, c'est juste l'investissement, c'est plutôt avoir une rentabilité quotidienne, d'avoir une œuvre dont on profite tous les jours, et c'est ce plaisir-là qui est un peu la perf, quoi. Est-ce que tu es OK avec ça ? Moi, je dirais que les deux vont ensemble. L'un n'exclut pas l'autre dans ma société. Oui, parce qu'une œuvre d'art ne peut pas se dégrader comme un yacht, quoi. Une œuvre d'art va pas se dégrader. Tu l'assures, donc si vraiment il lui arrive malheur, tu récupères toujours le prix pour lequel tu l'as assuré. Et tous les jours, en effet, tu en profites, tu te nourris d'elle, tu t'inspires, tu te ressources, tu vois toujours autre chose de cette œuvre. Et puis, quand vraiment tu l'as trop vue, tu t'en sépares, tu la revends avec une plus-value. Et pourquoi pas, tu réinvestis sur une nouvelle œuvre et tu repars sur une nouvelle aventure avec une nouvelle œuvre. Mais si tu veux, ma société s'appelle Invest 4 Art, Invest for Art. Donc c'est vraiment les deux qui sont mis sur le même niveau. C'est de l'art et c'est pas un produit quelconque, mais le but c'est de faire un investissement quand même et de se faire plaisir, parce que ce sont quand même des montants qui sont quand même qui peuvent être relativement importants, plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc on espère, c'est pas comme un produit périssable, on espère que ça va au moins conserver sa valeur, si ce n'est augmenter. Est-ce que l'art est une valeur refuge, ou est-ce que au contraire, elle subit les affres des crises anxiogènes, géopolitiques, comme d'autres, comme le marché par exemple ? Alors l'art, ça fait partie du marché, évidemment. Hein. Ce sont les mêmes personnes qui achètent des actions, qui font d'autres investissements, qui vont aussi se porter acquéreurs de pièces d'art. Donc c'est un marché, c'est le marché de l'art, et il est tout à fait inclus dans le marché économique. Alors de temps en temps, sous l'effet de certaines crises, il y a un report d'argent qui va dans l'art, et donc l'art. Oui, moi je voyais ça plutôt comme quelque chose un peu de refuge doudou, se faire plaisir pendant des périodes compliquées. On va acheter une œuvre qui va nous réconforter. Est-ce que l'approche émotionnelle doit être importante, non ? L'approche émotionnelle est très importante, absolument. Tu as tout à fait raison, mais après, si la tendance est morose, si les gens ont peur, ils sortent pas. Voilà, quel que soit le support, ils sont pas enclins à investir, à acheter, et puis ils se replient sur eux-mêmes et ils gardent leur argent. Leur liquidité, et donc ça fait partie aussi, en ce moment on sent quand même une certaine frilosité au niveau du marché de l'art, même si les transactions continuent à se faire, mais c'est surtout en fait sur le très haut de gamme, transactions à plusieurs dizaines de millions d'euros, là il y a eu un vrai coup de frein. Alors justement, allons-y, c'était ma question que je t'ai posée tout à l'heure, mais j'y reviens. Est-ce que tu as senti justement donc les comportements s'inverser, ou en tout cas changer depuis 2-3 ans avec les différentes crises, et comment tu l'as senti justement ? Donc tu as moins de demandes, moins d'investissements, et pourquoi d'ailleurs plus sur le haut du panier ? Alors plus sur le haut du panier, parce que plus tu vas sur le haut du panier, plus ce sont des investissements importants, et quand il y a une crise, tu veux pas investir 50 millions d'euros, t'es pas enclin à faire des investissements lourds.
Donc, il y a aussi c'est aussi lié à des secteurs géographiques. La Chine, il y a eu un très gros ralentissement. La dernière vente à Hong Kong, justement, elles ont marqué le pas. Les Russes, n'en parlons pas, on peut plus leur vendre, ils sont plus dans le marché. Donc il y a encore les Américains, il y a encore les Japonais. Bon, donc ça fonctionne encore, ça tourne encore. Mais c'est vrai qu'il y a certains secteurs géographiques et pour certaines catégories de prix où c'est plus compliqué en ce moment. Dans mon domaine et dans ma fourchette de prix, on sent quand même une certaine frilosité également, mais c'est encore liquide et on arrive encore à trouver des investisseurs et des acheteurs qui veulent se faire plaisir, comme tu dis, et justement qui veulent diversifier leur investissement. Il y a 25 ans, donc Karine te met la main dans le sac et te dit vas-y, teste. C'est quoi tu t'es lancé sur quoi, ta toute première œuvre? Alors, en fait, j'ai commencé avec l'école de Paris. Et donc, ma toute première œuvre, si je me souviens bien, c'était un Tobias. Tobias, l'école de Nice. Qui a pris de la valeur depuis? Tu l'as revendu? Alors, je l'ai encore, puisque ça fait partie de mes œuvres phares. Enfin, pas forcément phares, mais de cœur en tout cas, puisque c'est sentimental, quoi. Sentimental, exactement. Alors justement, Matteo Tobias, il a bien monté, et puis là, alors il est mort il y a une dizaine d'années, donc on aurait pu penser parfois, et même souvent, à la mort des artistes, la côte s'envole. Et là, c'est pas le cas, parce que derrière, le marché n'a pas continué, les ayants droit n'ont peut-être pas non plus soutenu le catalogue en question, et le marché s'est un peu désintéressé de cet artiste que moi j'aime toujours, donc je garde ce plaisir et puis j'espère qu'un jour ça va remonter, et c'est tout à fait possible. On a eu de grands artistes, Bernard Buffet par exemple, de son vivant, il était adulé, très connu, il vivait avec Pierre Berger qui l'a propulsé au sommet, il y a eu un musée au Japon, donc il était vraiment... de son vivant, il accédait à la gloire. Quand il est mort, il y a eu une baisse de marché, et là ça reprend très fort sur Bernard Buffet. Et tu sais dire pourquoi ? Il y a beaucoup de facteurs qui concourent à ça, mais en général, il faut quand même il faut qu'il y ait que les ayants droit, que les personnes qui s'occupent de l'œuvre morale de l'artiste soient dynamiques et soient actifs, et qu'ils fassent un vrai travail, un travail d'authentification, un travail de soutien des œuvres qui passent en vente, et puis des expositions. Il faut qu'il y ait des expositions, si possible internationales, qui tournent, et voilà. On a un autre artiste, André Masson, qui était un Français, sur un peintre surréaliste. Donc là, c'est les 100 ans du surréalisme cette année, et donc il y a une grande rétrospective de l'œuvre d'André Masson au centre Pompidou Metz. Mm-hmm. Qu'il a remis à l'honneur, et c'est vraiment un artiste majeur du XXe siècle également. Juste avant la guerre, il s'est exilé aux États-Unis, et là, il a inspiré Pollock, et Pollock le dit, l'action painting, ça vient des sables d'André Masson, et il est revenu après la guerre en France, et puis il a pas vraiment, il a perdu de son aura, de sa superbe, et on l'a un peu oublié, et là on est en train de le redécouvrir, et il y a de nouveau beaucoup de demandes, et voilà. Donc les bons artistes, une bonne toile, un bon artiste, c'est toujours, c'est jamais perdu. Donc là on était sur ta toute première toile, le meilleur deal que t'aies fait, le meilleur coup que t'aies fait? Alors, le meilleur coup, je l'ai fait à plusieurs, parce que parfois les montants sont importants. Donc, on s'associe à plusieurs avec... D'ailleurs, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe ? T'as une commande, tu cherches, ou tu remarques un truc, tu le mets en vente. Comment est-ce que ça se passe, un petit peu les étapes d'achat et de vente ? Alors, il y a beaucoup de cas de figure. Ouais, j'imagine. En effet, si parfois il y a des connaisseurs qui viennent me voir et qui recherchent une œuvre, une période... un média en particulier, une sculpture ou une peinture ou une gravure. Donc avec mon réseau, je fais un sourcing pour chercher cette œuvre et pour la proposer. Il y a des investisseurs qui viennent justement pour investir, mais qui ne connaissent pas forcément bien le marché,
et le secteur de l'art moderne. Donc, c'est peut-être plus facile ça pour toi, parce que c'est du coup, plus tes facile conseils, pour moi, et puis tu peux leur proposer ce que tu veux, quoi. Absolument, je peux leur proposer ce que je veux, ce que j'aime, et j'essaie de leur communiquer ma passion, et je motive, je défends l'œuvre que je leur présente, mais et puis si c'est pas celle-là, je leur propose une autre, voilà. Donc il faut que ça, moi c'est comme je t'ai dit, c'est vraiment il faut que ça leur plaise. Hein. C'est vraiment mon premier conseil, c'est vraiment de pas acheter en fonction d'un nom ou donc tu as soit une demande, soit toi qui vas proposer, et ensuite qui met la main au portefeuille du coup? C'est le client. C'est le client. Alors, mais parce que tu as dit tout à l'heure, on s'est mis à plusieurs. Alors là, c'était un autre cas de figure. Alors ça, c'est parfois on vient à moi donc pour rechercher une œuvre ou pour que je propose une œuvre. Et puis très souvent, on me propose des œuvres à la vente qui, pour de différentes raisons, sont vendus, soit parce qu'il y a des successions, soit parce que les gens sont des collectionneurs et ils en ont marre, ils veulent changer de collection, il y a différents cas de figure. Et puis parfois ce sont des œuvres qui sont supposées être d'un artiste connu, mais on n'est pas sûr, et les gens n'ont pas cette expertise-là. Et là, en l'occurrence, on me proposait un Van Gogh. Ah ouais. Alors c'était un Van Gogh qui était de la période de Nuenen. Nuenen, c'était avant que Van Gogh n'arrive en France à Arles avec les couleurs éclatantes qu'on connaît. Donc c'était une nature morte, comme il les faisait à l'époque, assez sombre, mais très, très bien peinte. On voit qu'il y a vraiment une qualité. Il y avait un petit point de blanc qui apportait de la lumière. Donc ce qui est très important, c'est d'assurer la provenance et d'être sûr de l'authenticité de l'œuvre. Donc là, j'étais sûr, pour différentes raisons, j'étais sûr, absolument, j'étais sûr de l'authenticité, puisque à cette époque-là, Van Gogh ne signait pas encore Vincent. Donc c'est une œuvre qui n'était pas signée, et donc nous l'avons achetée à plusieurs. Combien ? On l'a acheté 1,5 million. Ok. Voilà. Et fort de cette œuvre, on est parti donc parce qu'il fallait légitimer cette œuvre pour pouvoir la revendre. On l'a acheté pour la revendre. Hein. Ouais. Et donc à partir de là, on a fait tout un travail de recherche bibliographique. On a retrouvé les lettres que Vincent écrivait à Théo, son frère qui était son marchand, lui disant, c'était les lettres de cette époque, en disant j'ai pas d'argent, je veux faire une nature morte, je vais aller chez mon voisin, il va me prêter une lampe, un coquillage, etc. Donc c'était les éléments du tableau. Donc ça donnait déjà une première piste. Il y avait toute une histoire autour du tableau. Il y a eu toute une histoire autour du tableau. Ensuite, on est évidemment allé dans le Lafaille, qui est le catalogue raisonné. On a trouvé la photo de ce tableau, qui était évidemment la même photo, en noir et blanc, et qui était marqué perdu. On ne savait plus où il était passé. Et ensuite, donc, on a amené, in fine, ce tableau au musée Van Gogh à Amsterdam, et ils l'ont expertisé avec des rayons X. Et là, c'était le verdict final, et c'était le verdict le plus important, puisque pour que l'œuvre puisse être vendue à bon prix, il faut qu'on soit sûr que ça soit un Van Gogh, et le seul certificat qui vaut, c'est celui du musée Van Gogh d'Amsterdam. Et là, donc, avec les radios, ils ont pu voir que la découpe de la toile était exactement la découpe qui correspondait à une autre toile qui était dans un musée hollandais, qui représentait une vache, et donc on était sûr que c'était en fait la même toile que Vincent avait découpée. Incroyable. Et donc là, voilà. Mais c'est quand même flippant de te dire on va l'acheter sans être totalement sûr. Enfin, je veux dire, t'as pris un risque, quoi. J'ai pris un risque, évidemment. J'ai pris un risque. C'est un risque de connaisseur, et puis il y avait un travail derrière, et absolument. Absolument. Parce que ça me fait, me poser la question, t'as pas vraiment de diplôme, toi, en tant que marchand d'art. Est-ce qu'il y a un diplôme qui existe ? Alors, il y a des diplômes qui existent, il y a des études d'histoire de l'art à la fac, bien sûr. Okay. Il y a certains... Toi, ton diplôme, c'est ton expérience, en fait. Moi, c'est tes 25 ans de passion, ta réputation, ton réseau, en fait. C'est ça que tu dis. C'est ça. Mais donc... ta crédibilité, c'est sur justement ton expertise, mais par contre, ta crédibilité, elle vaut rien si ton œuvre n'est pas attestée véridique, quoi. Absolument. Pour tout artiste, peu importe, tu peux avoir des œuvres dont on est certain de la provenance, on est certain de l'authenticité, et qui ne sont pas monnayables. Oui, c'est ça. Je connais des sculptures, j'ai un ami qui a des sculptures de Giacometti qui ont été données par l'artiste même à cette personne,
et qui ne sont pas vendables parce qu'elles ne sont pas répertoriées par la fondation Giacometti. Et elles ne sont pas répertoriées parce que Giacometti les avait données à titre privé pour payer un service, si tu veux. Donc, on connaît le pédigré, on est sûr et certain de la provenance. Mais tant qu'on n'a pas le certificat de la fondation, ça n'est pas vendable. Donc, revenons sur ce Van Gogh. Tu le vends combien au final ? Au final, on a vendu plus de 4 millions. Ouais, donc vous avez fait une très belle plus-value. On a fait une très belle plus-value en un peu plus d'un an. J'imagine que ça t'a marqué, puis d'avoir un Van Gogh une fois dans sa vie, ça doit être hyper marquant. C'est surtout ça, absolument. C'est fou. Ton plus gros flop ? Pour l'instant, c'est peut-être le Tobias. Bah oui, d'accord, ok. Tu sais expliquer pourquoi ? Comme je te l'ai dit, c'est le travail des ayants droit qui n'a pas été assez vivant. Qui n'a pas été assez vivant. Okay. Ce qui est fou, c'est que ça fait 2-3 fois que tu expliques qu'une œuvre ou qu'un artiste existe ou réexiste, mais c'est même pas par rapport à lui, c'est ça qui est dingue en fait, même pas par rapport à son travail, c'est plutôt par rapport à son environnement, son entourage et la ferveur qu'ont les gens de faire vivre ce patrimoine, c'est ça qui est dingue. Si tu veux, tu as tout à fait raison, de toute façon l'art c'est quelque chose qui se partage et c'est un marché, donc il faut qu'il y ait de l'adhésion, il faut qu'il y ait de l'engouement, il faut qu'il y ait de la demande, et c'est l'offre et la demande. Van Gogh de son vivant, il a vendu une seule toile à 400 francs. Et c'est son frère d'ailleurs qui l'a fait surtout connaître, et fameux frère. C'est son frère, sa belle-sœur, parce que c'est même après, à la mort de son frère, que la femme de son frère a fait connaître, et que maintenant ça fait les prix qu'on sait. Mais donc c'est pas parce qu'un artiste ne vend pas ou que ça vaut pas cher que ce n'est pas intéressant, non, mais et que c'est pas un bon travail. Donc il faut que l'artiste rencontre son public, et pour ça il faut qu'il y ait des conditions qui soient parfois l'artiste est trop tôt, ou parfois le travail n'est pas bien fait par l'entourage comme tu le dis, ou parfois il y a X raisons, ou parfois l'artiste c'est lui-même qui s'auto-sabote. Tu me parlais de Dali. Alors Dali c'est compliqué parce que Dali son anagramme, c'était Avida Dollar. Donc Dali, il aimait beaucoup l'argent. Moi, j'y connais rien, mais pour moi, la vulgarisation de son travail, d'ailleurs, qui l'a initié lui-même, hein, pour moi, il s'est complètement vulgarisé, démocratisé, a fait que, du coup, pour moi, c'est plus du haut de gamme, quoi. C'est plus de la haute couture, quoi. Même s'il y a des trucs absolument incroyables, mais du coup, j'ai pas le même regard. Après, moi, je suis nulle en art, mais j'ai pas le même regard sur lui ou sur un autre. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Cette accessibilité fait que, bon... La rareté fait aussi, donne aussi envie. On en voit partout sur des boîtes de chocolat. C'est ça. Ça donne moins envie. Et Dali, il a fait beaucoup. En plus de cela, comme je te dis, il était très... voilà, l'argent, c'était vraiment une notion importante pour lui. Et donc, il était prêt un peu à tout pour gagner quelques dollars. Et donc il a fait, tu lui donnais un dessin que tu avais fait toi, tu le payais, il le signait. Donc ça devient un vrai faux, il l'a signé de sa main. Mais c'est pas lui. Donc, et à contrario, après il y a eu des faux aussi, il y a eu des faussaires qui ont fait beaucoup Dali. Donc il y a des artistes pour lesquels il y a une cote, et Dali il a une cote, mais c'est compliqué parce qu'il y a tout un ensemble d'autres paramètres qui entrent en jeu pour le prix et pour l'authentification. Vincent, je suis investisseur, j'ai envie là de me lancer sur le marché de l'art. Quel conseil tu donnes à un primo-investisseur dans l'art ? Est-ce que tu as vu ces investisseurs évoluer ces 5 dernières années ? Avec toutes les crises, est-ce que les demandes sont différentes, même si elles sont plus rares, j'ai compris depuis 1 ou 2 ans, mais c'est un peu tous les types d'allocations spécifiques. Est-ce que tu vois l'attirance, ou en tout cas les demandes évoluer ? Alors, plus de peinture que de la sculpture, ou l'inverse, plus du moderne que, enfin je sais pas, du figuratif, j'y connais rien, mais est-ce que tu vois que ça change un peu ? Alors sur les supports en eux-mêmes, non, parce qu'il y a des gens, ça c'est vraiment lié à la personne, il y a des gens qui sont très sculptures, d'autres qui sont plus
peinture. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a peu de gens qui connaissent les gravures, donc les multiples. Et ça, c'est dommage parce que on a certains artistes qui sont vraiment des maîtres graveurs. Et donc, souvent, on pense qu'une lithographie ou qu'un multiple. Qu'est-ce que tu veux dire par multiple ? Alors, un multiple, par exemple, une lithographie, c'est un multiple, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui a été réalisée en X nombre d'exemplaires. D'accord. Donc parfois ce sont des exemplaires qui sont numérotés, parfois pas numérotés, parfois signés, parfois pas signés, parfois signés avec un tampon, parfois signés de la main. Donc c'est parfois sur certains papiers, parfois sur... Ce que tu veux dire, c'est que l'investisseur cherche une œuvre unique la plupart du temps. Alors, et qu'en fait, il y a des bons coups à faire sur du multiple. C'est ça que tu dis ? Exactement. Parce que absolument, c'est ce que je te dis. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, sur certains articles, artistes, pas tous, mais sur certains artistes qui sont vraiment des spécialistes de la gravure, il y a vraiment un marché de la gravure qui est très dynamique. Et donc, on peut avoir de très belles œuvres à des prix tout à fait intéressants et avec de bonnes plus-values, puisque vraiment, c'est un marché qui est un marché un peu de niche, qui est un marché de connaisseurs, que le grand public, les gens qui connaissent pas vraiment l'art justement, dédaignent parce qu'ils pensent que ce sont des multiples, que ce sont des choses qui n'ont pas d'intérêt, c'est comme un poster. Non, il y a des lithographies de Picasso qui font plusieurs millions de dollars. Hein, donc c'est pas parce qu'une œuvre a été publiée et réalisée en 25 exemplaires, 300, 500 exemplaires, que forcément elle n'a aucune valeur, loin de là. Ok, donc tu as vu des belles plus-values sur cette typologie d'investissement. Ok. Et donc, les demandes que tu as, comment elles évoluent ? Alors, les demandes, il y a beaucoup... Alors, la jeune génération recherche beaucoup maintenant d'art contemporain. Soit du street art, soit vraiment des artistes contemporains. Alors moi je fais aussi un peu d'art contemporain, c'est pas ma spécialité première, mais évidemment je suis en contact avec des artistes, avec des plasticiens, avec des galeristes, donc je vends aussi de l'art contemporain. Simplement je dis toujours que sur l'art contemporain, comme on en parlait au début de notre conversation, c'est toujours un petit peu moins sûr, on peut avoir plus de la côte est plus volatile, donc l'investissement est moins plus dangereux, quoi. Sûr et plus dangereux. Okay. Voilà, même sur des artistes qui sont très cotés aujourd'hui. Si tu achètes un Jeff Koons, on ne sait pas ce qu'il fera dans 20 ans. Okay. Voilà. Alors que si tu achètes un Picasso, on peut imaginer ce qui se fera dans 20 ans. Rien n'est sûr et il n'y a aucune garantie pour rien. Mais sur le principe, Picasso sera quand même plus sûr que Jeff Koons. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on investit souvent dans l'art comme une valeur sûre, comme dans l'or. Je ne vais plus parler d'IMO aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on se dit c'est un peu une valeur refuge, en plus de la détenir physiquement. Mais là, en fait, tu dis tout l'inverse, c'est que tu dis qu'il faut quand même donc rester sur cette valeur refuge, alors qu'aujourd'hui, la jeune génération, enfin l'évolution sociétale, c'est d'aller sur un peu des demandes d'art contemporain, où il y a une grande part de doute, de risque. Donc peut-être que les jeunes générations sont habituées à cette part avec les cryptos, enfin toutes les nouvelles typologies, le private equity, où on peut tout perdre en fait sur un deal. Et peut-être que c'est cette nouvelle mentalité ou ces nouveaux codes qui fait que ça évolue aussi et ça fait évoluer le marché de l'art en fait. Absolument. On prend plus de risques alors qu'à la base on investissait dans de l'art comme une valeur sûre, c'est ça que tu dis. Absolument, c'est tout à fait ça, Karine. Et d'ailleurs il y a maintenant même des œuvres d'art, des NFT, donc on peut acheter alors comme justement, un Bitcoin. Quid du métaverse. J'ai eu John Karp il y a 6 mois à mon micro, que je salue au passage, qui avait lancé sa boîte il y a 5 ans, qui cartonnait, et puis évidemment depuis 2-3 ans c'est beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que toi tu y vas ? Est-ce que tu irais ? Est-ce que tu conseilles d'y aller ? Comment tu vois les choses ? Moi, je pense que chacun doit faire vraiment en fonction de son ressenti. Il n'y a pas de... Ouais, mais toi qui es un passionné, pour toi, une œuvre, ça doit se voir, ça doit se toucher, ça doit s'accrocher, non ? Oui et non, parce que si tu veux, tu as des artistes majeurs, des modernes, qui avaient une conception très contemporaine. Tu prends un Marcel Duchamp, il te dit, il te montre un urinoir, il te dit, c'est une œuvre d'art. Alors que voilà, c'est du ready-made, c'est déjà fait, et parce que l'artiste dit que c'est une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art. Donc et en effet, et aujourd'hui, son urinoir, c'est une œuvre d'art et ça vaut quelque chose. Donc c'est subjectif. C'est subjectif.
Moi, personnellement, je n'y vais pas, mais je n'achète pas non plus de Bitcoin, mais parce que ça me correspond pas. Mais je respecte ceux qui veulent y aller. Mais je pense que il faut connaître les risques. Il faut savoir que c'est très spéculatif. Et si on veut être raisonable, il faut investir un peu partout. C'est-à-dire que si on a une appétence pour ce genre de support, de médias, il faut y aller, pourquoi pas, mais raisonnablement, et puis compléter avec des œuvres physiques que l'on possède et diversifier. Il nous reste 5 minutes pour parler de ton actu, Vincent, actu danse. Alors déjà, on peut, si on est CGP, travailler avec toi. Tu as déjà travaillé avec un CGP. Raconte-nous rapidement comment ça s'est passé et puis parle-nous aussi de toutes tes actualités, celles que tu as eues cette année, puis peut-être celles qui sont à venir au mois de novembre. Très bien. Eh bien, écoute, en effet, j'ai travaillé avec un CGP qui est très spécialisé sur les professions libérales, et donc il a organisé un événement sur différentes options de placement et d'investissement et de gestion de SEL, c'était des exercices libéraux. Donc il y avait une journée complète sur tout cela, et dans ce cadre-là, donc il a invité 120 de ses clients à participer à cette formation, à cette journée d'échange, et donc j'ai fait une intervention pour justement une diversification des investissements dans l'art, et donc c'était très intéressant. Donc ça, c'est des choses que tu fais, c'est-à-dire que tu sais construire des offres pour les CGP pour un petit peu justement éduquer leurs clients ou en tout cas attiser leur curiosité ou leur appétence par rapport à l'art. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de demandes de ce côté-là. Et puis ton actu alors du coup, parce que tu as fait pas mal de choses cette année. Alors cette année, elle a été riche en effet, elle était dense. J'ai également conclu un partenariat avec un constructeur de maisons sur mesure, puisque donc moi aussi j'apporte une offre sur mesure, puisque comme je te l'ai dit, soit je recherche l'œuvre qui est recherchée par le client, soit je propose des œuvres mais qui correspondent à la personnalité, à la demande, au goût du client. Donc j'essaie toujours de faire vraiment des propositions qui sont adaptées à la personne et pas standardisées. Et donc là aussi, c'est un constructeur avec lequel je me suis bien entendu. Ce sont les maisons Berval qui construit des maisons sur mesure avec des designs particuliers. Donc pour la décoration de l'intérieur des maisons, il propose à ses clients mes services pour que je leur aménage aussi leur intérieur au niveau décoration et au niveau artistique. Voilà, tu élargis un petit peu ton domaine d'activité. Là, j'élargis mon domaine d'activité. C'était l'occasion d'une rencontre. Donc voilà, le feeling est bien passé avec cette personne. Et on a vu qu'on avait des points communs dans notre approche de la clientèle. Et donc on a décidé de faire un partenariat. Ok. Quoi d'autre alors pour terminer? Tu as aussi toutes ces expositions avec ces prêts que tu as fait de peintre, de peinture. Voilà, je travaille beaucoup aussi avec des galeristes passionnés comme moi, et donc j'ai prêté plusieurs œuvres. J'ai prêté des céramiques de Picasso pour une exposition qui s'est tenue à Marseille, qui a rencontré un franc succès. En novembre, il y a la Biennale d'art qui va avoir lieu à Paris, et donc là aussi j'ai des œuvres que je confie à un autre galeriste et qui vont être exposées, notamment une sculpture d'Yves Klein, une sculpture en résine au Grand Palais, voilà, parce que le Grand Palais a réouvert, on est content, c'est un lieu magique, et on est content de pouvoir retrouver ces lieux. Merci Vincent d'avoir été avec moi. Vincent, Winsman, j'appelle c'est W-I-N-Z-M-A-N. Il y a même un S entre le N et le S. Vas-y, redis-le bien. Vincent Winsman. Donc, comment tu l'appelles? W-I-N-S-Z-M-A-N. Voilà, pour tous ceux qui auraient envie de te contacter. Voilà, je suis sur LinkedIn. Sur LinkedIn, absolument. Tu as un site web? J'ai un site web, www.invest4art.com. Super, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, c'était passionnant. Merci Karine. C'est vraiment la première fois qu'on parlait d'art dans Passion Patrimoine, et je sais que j'ai eu pas mal de demandes, et donc je suis sûre que ton podcast va cartonner. Si vous avez aimé d'ailleurs l'épisode de Vincent, n'hésitez pas à liker, à le partager, et bien sûr à vous abonner comme d'hab à Passion Pat, et de me demander et de vous proposer des choses qui changent un peu de l'ordinaire. À très bientôt Vincent, je te souhaite plein de belles choses. Merci, c'était un plaisir de partager avec toi ma passion et de discuter ensemble. Carrément, et puis tant qu'à vous, je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode de Passion Pat. Salut.